Tina Turner, c'était bien plus qu'une voix rauque et des jambes infatigables. C'était un phénomène, une tornade de paillettes qui a balayé 6 décennies de musique, remportant 8 Grammy Awards, remplissant des stades à guichets fermés, et devenant la première artiste noire à dominer le rock, un genre alors dominé par des hommes blancs. Pourtant, derrière chaque sourire éclatant et chaque note vibrante se cachait une femme déchirée, trahie, et constamment en fuite. Imaginez, une diva adulée par des millions, mais qui, dans l'intimité, fuyait les poings de son mari, dormait dans des voitures abandonnées, et mendiait des secondes chances à 40 ans passés. Aujourd'hui, près d'un an après sa mort, son mari Ervin Bach brise enfin le silence pour révéler des vérités si lourdes qu'elles éclipsent même ses plus grands succès. Cette histoire n'est pas juste celle d'une star, c'est un conte de résilience, de trahison et de résurrection. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment Tina Turner, mère à 18 ans, fugitive sans un sou, et survivante d'un suicide, a écrit l'un des plus grands retours de l'histoire. Et n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien manquer de nos récits captivants. Anna Mae Bullock naît le 26 novembre 1939 à Nutbush, Tennessee, un village si petit que Tina le décrira plus tard comme un endroit où il n'y avait rien, à part des champs de coton et des églises. Fille de métayer noir, elle grandit dans une cabane sans eau courante, les mains labourées par les capsules acérées du coton. Je détestais cette plante. Elle me rappelait que je n'étais qu'une enfant noire et pauvre dans le sud ségrégationniste, avouera-t-elle dans ses mémoires. À 6 ans, elle travaille déjà aux côtés de ses parents, rêvant de fuir cette existence étouffante. Mais le destin s'acharne. En 1943, ses parents partent travailler dans une usine d'armement à Knoxville, abandonnant Tina et ses sœurs chez des grands-parents rigoristes. Ils nous ont laissés comme des vieux meubles. Personne ne nous a expliqué pourquoi. À 11 ans, un nouveau coup du sort. Sa mère, Zelma, fuit les violences de son mari et disparaît sans un mot. Je me suis sentie jetable. Comme si personne ne voulait de moi. L'adolescence n'apporte aucun répit. À 16 ans, enceinte du saxophoniste Raymond Hill, Tina est chassée par sa mère, qui lui lance « Tu as ruiné ta vie. Tu ne seras jamais rien ». Elle accouche seule, dans une chambre miteuse de Saint-Louis, et se met à nettoyer des maisons pour 50 cents de l'heure. Mais une nuit de 1957, tout bascule. Dans un club enfumé, le Manhattan Club, elle ose voler le micro pendant la pause des Kings of Rhythm. Sa voix rauque, mêlant douleur et passion, subjugue Ike Turner, le leader du groupe. Il la rebaptise Tina Turner, un nom qu'il déposera comme une marque commerciale, prêt à le réutiliser si elle ose le quitter. Sous les projecteurs, Tina et Ike forment un duo électrique. Leurs tubes comme A Fool in Love, 1960, ou River Deep Mountain High, 1966, enflamment les charts, mais dans l'ombre, leur mariage est un enfer méthodique. Ike, toxicomane et manipulateur, transforme leur relation en prison psychologique et physique. Un soir de 1960, après un « mariage » grotesque dans un bordel de Tijuana, il lui assène sa première gifle pour une répétition ratée. Les coups deviennent routine, mâchoire fracturée avec un tendeur à chaussures, brûlure de cigarettes sur les bras, cheveux arrachés avant des concerts. Je chantais avec du sang dans la bouche et du mascara coulant sur les joues, racontera-t-elle. Pire, Ike la spolie. Il empoche 95% de leurs revenus, la laissant mendier $50 par semaine pour nourrir ses 4 enfants. En 1968, brisée par les humiliations et les infidélités publiques d'Ike, Tina avale 50 somnifères. Je voulais que la souffrance s'arrête. Mais quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'ai su que Dieu me donnait une seconde chance. Cette tentative de suicide marque un tournant secret. Tina commence à cacher des pièces dans une boîte de mouchoirs, planifiant sa fuite pendant des années. Pourtant, malgré la terreur, elle continue de monter sur scène, hypnotisant le public avec des performances dignes d'une prêtresse du rock. La scène était mon seul refuge. Là, j'étais invincible. 16 juillet 1976, Dallas. Dans une chambre d'hôtel crasseuse, Ike frappe Tina avec une rage inédite après une dispute sur des recettes de concert. Il m'a traîné par les cheveux, cogné contre le lavabo. J'ai cru mourir, murmure-t-elle des années plus tard. Sanglante, le visage tuméfié, elle attend qu'il s'endorme, puis s'enfuit en pyjama, avec seulement 36 cents en poche et une carte d'essence Shell. Elle court sur l'autoroute Interstate 30, se jetant sous les phares d'une voiture pour échapper à ses rabatteurs. J'ai hurlé à la conductrice, « Emmenez-moi n'importe où, mais loin de lui !» Recueillie par une amie, elle se cache dans un motel minable de Dallas, terrifiée à l'idée qu'Ike la retrouve. Je dormais avec un couteau de cuisine sous l'oreiller.
Je savais qu'il me tuerait si je revenais. Le divorce, finalisé en 1978, est une déroute financière. Tina abandonne maison, voiture et droits musicaux, ne gardant que son nom. Je suis partie avec mon sac à main et ma dignité. Le reste, il pouvait le garder. Commence alors la traversée du désert. Elle chante dans des casinos à moitié vides, enchaîne les pubs télé pour du café instantané, et essuie les rires des producteurs. Une femme noire de 40 ans? Personne n'en veut. Lui lance un directeur de label. Mais Tina, inébranlable, répète comme une prière. Un jour, je serai la plus grande. Et je le ferai sans lui. Dans un studio londonien glacial, Tina, 44 ans, enregistre Private Dancer, un album que Capitol Records exige en 2 semaines. Le titre What Has Love Got to Do With It est un rebut offert par des producteurs sceptiques. Je l'ai chanté avec toute ma rage, ma douleur. C'était mon histoire, dira-t-elle. Le succès est foudroyant. L'album s'écoule à 20 millions d'exemplaires, propulsant Tina en tête des charts. What Has Love Got to Do With It devient un hymne féministe, remportant 3 Grammy Awards. En 1985, au Live Aid, devant 1,9 milliard de téléspectateurs, elle électrise le public aux côtés de Mick Jagger, arborant une robe dorée moulante et un rire triomphant. Ce soir-là, le monde a vu la vraie Tina, invincible, libre et enfin maîtresse de son destin. Pourtant, les blessures persistent. En 1986, lors d'une interview, elle confie « Je ne me suis jamais sentie belle. Ick m'a convaincue que j'étais grotesque. » Malgré tout, elle enchaîne les tubes, Simply's Best, We Don't Need Another Hero, et devient une icône mondiale. En 1995, à 55 ans, elle entame une tournée mondiale record, rapportant 110 millions de dollars. Chaque concert était une vengeance. Une preuve que j'avais survécu. Tina Turner n'était pas qu'une voix, elle était un symbole. Un phénix renaissant de ses cendres, prouvant qu'aucune blessure n'est trop profonde pour être guérie. Son histoire a brisé les tabous sur les violences conjugales, inspiré des millions de survivantes, et redéfini ce qu'une femme noire pouvait accomplir dans un monde hostile. Et vous, quel est votre plus grand souvenir de Tina? Partagez-le en commentaire. Était-ce sa performance légendaire au Live Aid, ses talons aiguilles tracés, ou cette voix rauque qui vous donnait des frissons? Si cette vidéo vous a ému, likez, partagez, et abonnez-vous pour célébrer les légendes qui ont changé notre monde. Dernière révélation. Saviez-vous que la NASA a nommé un cratère martien, Tina Turner, en 2023? Même l'univers reconnaît son éclat immortel. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour d'autres récits de géants.